Chaque année, ma femme et ses enfants disaient que je gâchais les fêtes de fin d'année. Cette année, je ne m'y suis pas présenté, et je n'ai pas payé la moindre facture. L'appel a commencé à 19 h, et mon téléphone refusait de s'arrêter de sonner. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Il est 19 h, le 31 décembre, et mon téléphone n'a pas cessé de sonner depuis 10 minutes. 23 appels en absence. La plupart viennent d'Hortensia, quelques-uns d'Ignacio, et un d'Arlette, qui ne m'avait jamais appelé directement en 12 ans. Je suis assis, seul, dans la cuisine d'un appartement que j'ai loué il y a tout juste 3 semaines. Je regarde l'écran s'illuminer encore et encore, sans répondre à aucun d'entre eux, car cette année, je ne suis pas allé à la fête. Et cette année, pour la première fois en 12 ans, je n'ai rien payé. Ni la salle, ni la nourriture, ni les boissons, ni les cadeaux, rien du tout. Pour que vous compreniez le poids de ce que je viens de vous dire, je dois vous expliquer qui je suis. Je dois vous dire ce que j'ai représenté, pendant plus d'une décennie, pour une famille qui, chaque mois de décembre, me qualifiait de rabat-joie, dans le même souffle où elle acceptait mon argent. Je m'appelle Nelson. J'ai 49 ans. Pendant 12 ans, j'ai été l'homme invisible qui finançait les fêtes de fin d'année de ma femme et de ses enfants. Pendant ce temps, avec des rires que je ne partageais pas, ils affirmaient que ma simple présence suffisait à éteindre la joie de la célébration. Je l'ai entendu si souvent que cela a cessé de faire mal comme une blessure fraîche, pour commencer à faire mal comme une douleur chronique. Quelque chose avec lequel on apprend à vivre. Nelson est toujours si sérieux. Nelson ne sait pas s'amuser. Avec Nelson dans les parages, les fêtes ne sont jamais les mêmes. Il s'asseyait devant moi comme si je n'étais pas là. Ou pire, comme si ma fonction dans cette maison était exactement celle-là, être là sans être vu, payer sans être nommé. Hortensia est ma femme depuis 14 ans. Je l'ai rencontrée à une époque où nous sortions tous les deux de passés difficiles. Pendant longtemps, j'ai cru que nous avions construit quelque chose de solide, quelque chose qui pourrait résister à n'importe quel commentaire désobligeant de sa famille. Elle a 2 enfants de son premier mariage, Ignacio et Darwin. Je n'ai jamais eu l'intention de les remplacer en tant que père, mais j'espérais, avec le temps, obtenir un certain respect de leur part. Ce respect n'est jamais venu. Ce qui venait chaque mois de décembre, c'était une liste de dépenses que je couvrais en silence. Pendant ce temps, ils décidaient, également en silence, que je ne méritais pas d'être véritablement présent dans ce que mon argent rendait possible. Des milliers d'euros. C'était le coût moyen de chaque fin d'année dans cette maison. La salle, Carlette, la meilleure amie d'Hortensia, exigeait toujours meilleur que l'année précédente. Selon elle, la famille mérite ce qu'il y a de mieux, et tu peux le leur offrir, Nelson. Le traiteur, quant à lui, n'était jamais suffisant pour 40 invités. Cela finissait donc par être pour 50 personnes, sans que personne ne me consulte avant de confirmer la liste. Les boissons, pour lesquelles Hernando, le beau-frère d'Hortensia, réclamait « les bonnes, pas les bons marchés, c'est une fête, Nelson, ne sois pas radin ». Et les cadeaux pour les petits-enfants de la famille élargie. Je les achetais avec soin, choisissant chacun d'eux en pensant à ce qui leur plairait vraiment. Pourtant, plus tard, personne ne se souvenait de mentionner mon nom en les offrant, comme si ces cadeaux étaient apparus tout seuls sous le sapin. 12 ans à répéter le même schéma. 12 ans à payer pour une fête où mon seul rôle semblait être celui du financier silencieux. L'homme qui signait les chèques, puis disparaissait derrière les lumières qu'il avait lui-même installées. Le même homme qui portait les tables et arrangeait les chaises, pendant que les autres trinquaient avant même que je n'ai fini de servir. Et pourtant, chaque année, je recommençais. Parce que j'aimais Hortensia, je l'aimais vraiment. Et parce que je pensais qu'avec le temps, les choses changeraient. J'espérais qu'à un moment donné, Ignacio ou Darwin comprendraient que derrière chaque cadeau, chaque assiette de nourriture, chaque verre de vin, il y avait un homme qui voulait juste avoir sa place. Un homme qui cherchait simplement une place à cette table, qu'il payait de sa poche. Mais cette année, ce fut différent dès le début. Cette année, quelque chose en moi, lentement et sur plusieurs mois, a commencé à se briser. Cela s'est fait sans bruit, mais c'était impossible à arrêter. Et pour que vous compreniez exactement comment je suis arrivé à cette cuisine vide, à ces 23 appels sans réponse, et à cette décision silencieuse qui allait tout changer, je dois vous raconter ce qui s'est passé l'année précédente. Lors de cette même fête, quelque chose s'est brisé en moi, sans que personne, pas même moi, ne s'en rende compte sur le moment. L'année précédente,
La fête de fin d'année avait commencé, comme toutes les autres, par une liste de tâches. Hortensia me l'avait tendue un dimanche de novembre, écrite de sa belle écriture soignée, sans un seul « s'il te plaît », ni un « merci » anticipé. Comme s'il était naturel pour moi d'assumer chaque ligne de cette liste, sans jamais poser de questions. Une salle pour 50 personnes. Un service de traiteur complet avec un menu de Noël. Une décoration thématique, cette fois élégante mais chaleureuse, selon les instructions d'Arlette. Bien qu'elle ne vive pas chez moi et ne contribue pas d'un seul euro, elle semblait avoir plus son mot à dire que moi sur chaque décision. Des vins importés, parce qu'Hernando avait fait la remarque au dîner de Thanksgiving que ceux de l'année dernière avaient un goût de vinaigre. Et des cadeaux pour les 6 petits-enfants de la famille élargie, plus une surprise spéciale pour Ignacio. Cette surprise a fini par être une montre à 3 000 €, que j'ai payée, sans que personne ne me demande mon avis sur le cadeau. J'ai commencé à tout organiser en silence, comme toujours. J'ai appelé la salle, confirmé le traiteur, commandé les vins. Chaque appel, chaque transfert, chaque décision n'était enregistrée que sur mon téléphone portable, dans un dossier que j'avais moi-même créé et appelé « Décembre ». Comme si j'avais besoin d'organiser mon propre sacrifice pour lui donner un sens. Pendant ce temps, à la maison, la conversation familiale tournait autour de qui s'assiérait à côté de qui, quels vêtements il porterait, et quelles photos il publierait sur les réseaux sociaux. Personne ne parlait d'argent. Personne ne prononçait mon nom. C'était comme si la fête s'organisait par magie, et que je n'étais qu'un spectateur, qui se trouvait par hasard à régler l'addition. La nuit du 31 est arrivée. Comme chaque année, je me suis présenté tôt à la salle pour superviser et m'assurer que tout était en ordre. J'ai arrangé les tables, jusqu'à ce qu'Hernando vienne me dire que les chaises étaient mal placées. Jusqu'à ce qu'Arlette vienne m'informer que les lumières étaient trop jaunes, Nelson, on dirait un enterrement, pas une fête. Jusqu'à ce que Darwin passe devant moi sans me dire bonjour, se dirigeant directement vers ses amis. Ces mêmes amis que j'avais invités à la demande d'Hortensia, et dont j'avais payé les billets. Hortensia est arrivée 1 heure après moi. Déjà habillée, déjà souriante, prête à recevoir les invités, venue profiter de quelque chose qu'elle n'avait pas touché de ses propres mains. Elle m'a salué d'un rapide baiser sur la joue. « Tout est prêt ?» a-t-elle demandé. Non pas comme une question, mais comme la confirmation que j'avais, une fois de plus, rempli ma fonction. La fête a avancé comme une machine bien huilée. Les invités sont arrivés, les câlins ont été échangés, et les rires ont rempli la salle que j'avais louée. La musique jouait sur le système que j'avais engagé. Et à un moment donné, comme chaque année, j'ai commencé à me sentir exactement comme ce que j'étais, un employé non rémunéré, vêtu d'une tenue de soirée, servant à sa propre fête. C'était vers minuit, juste avant le toast. C'est là que s'est produit ce que j'identifierai plus tard comme le véritable commencement de tout cela. Hernando, qui avait déjà bu plusieurs verres, a pris le micro que nous avions loué pour les discours. Au milieu des rires généraux, il a dit quelque chose qui est resté gravé en moi, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Portons un toast, car malgré Nelson, cette famille trouve toujours le moyen de bien s'amuser. Des rires, des applaudissements. Quelqu'un a crié « Santé !» Hortensia, ma femme, la femme avec qui j'étais depuis 14 ans, a ri aussi. Elle ne l'a pas corrigé. Elle ne m'a pas défendu. Elle a ri comme si le commentaire était spirituel, comme si ma présence à cette fête, et dans cette vie, était effectivement un obstacle que la famille parvenait à surmonter avec humour. J'ai souri aussi, j'ai levé mon verre, et j'ai trinqué. Parce que c'était ce que j'avais appris à faire pendant 12 ans. Avaler, sourire, endurer. Mais cette nuit-là, pendant que tout le monde célébrait autour de moi, quelque chose a commencé à bouger en moi, d'une manière différente. Ce n'était pas de la colère. Du moins, pas encore. C'était quelque chose de plus silencieux, de plus profond, comme une question que j'évitais de me poser depuis des années, combien de temps encore vais-je payer pour qu'il se moque de moi en plein visage? Cette nuit-là, je n'ai rien dit. J'ai souri pendant le reste de la fête. J'ai aidé à nettoyer quand tout le monde est parti, pendant qu'Hortensia, épuisée d'avoir reçu tant de monde, est allée se coucher sans m'attendre. J'ai payé la dernière facture pour la salle à 2 heures du matin. J'étais assis seul dans ma voiture, la calculatrice de mon téléphone ouverte, additionnant le coût total de cette nuit, 22 300 €. Et tandis que j'additionnais ces chiffres, regardant l'écran illuminé dans l'obscurité du parking vide, j'ai pensé à quelque chose que je n'avais jamais envisagé avec une telle clarté auparavant.
Peut-être que le problème n'était pas que je gâchais les fêtes. Peut-être que le problème était que je continuais à financer ma propre humiliation, année après année, convaincu que l'argent pouvait acheter une place qu'il n'allait de toute façon jamais m'accorder gratuitement. Cette nuit-là, je n'ai encore rien décidé, mais quelque chose s'était brisé en silence, sans que personne ne le remarque. Pas même moi, je ne le comprenais complètement à ce moment-là. Ce que je sais, c'est que ce fut la dernière fois que je payais pour une fête sans me poser cette question. Car à partir de cette nuit-là, chaque dépense, chaque liste, chaque « Nelson, occupe-toi de ça » a commencé à résonner différemment dans ma tête. Et pour vous raconter comment cette question silencieuse s'est transformée, mois après mois, en la décision la plus importante que j'ai prise dans mon mariage, je dois vous emmener dans les mois qui ont suivi. Une période où le schéma habituel a commencé à se répéter, mais où moi, pour la première fois, j'ai commencé à compter bien plus que de l'argent. Les mois qui ont suivi cette nuit du 31 étaient, en surface, exactement les mêmes que d'habitude. La vie a continué. Je suis allé travailler, j'ai géré les comptes de la maison. J'ai payé l'hypothèque, l'assurance, et les frais d'université de Darwin. Ces derniers n'étaient techniquement pas ma responsabilité, mais je les assumais sans que personne ne m'en remercie jamais. Hortensia était toujours ma femme. Nous dormions toujours dans le même lit. Nous prenions toujours le petit déjeuner ensemble le dimanche. Mais quelque chose en moi avait changé, d'une manière qui n'était pas visible, qui n'était pas flagrante, mais que je ressentais avec une clarté croissante. J'ai commencé à observer. Pas avec du ressentiment, du moins pas au début, mais avec une attention que je ne m'étais jamais autorisée auparavant. Car le fait d'être toujours occupé à résoudre, payer, et organiser, ne me laissait pas l'espace nécessaire pour regarder honnêtement ce qui se trouvait devant moi. En janvier, c'était l'anniversaire d'Ignacio. 32 ans. Hortensia a organisé un dîner dans un restaurant, que j'ai fini par payer. Entre la nourriture, les boissons, et le gâteau spécial, Carlette a insisté pour commander dans une boulangerie précise, car, les autres sont médiocres. Nelson, c'est l'anniversaire de mon filleul. Jusqu'à ce moment-là, je ne savais pas Carlette était la marraine d'Ignacio. Personne ne me l'avait dit. Je l'ai découvert ce soir-là, en la regardant lui offrir un cadeau très cher, tandis que moi, qui avais payé tout le dîner, je n'ai reçu qu'un simple « merci pour le repas », c'était bon, de la part de celui qui fêtait son anniversaire, et ce, sans même qu'il me regarde dans les yeux. En mars, c'était notre anniversaire de mariage avec Hortensia. 14 ans. Je lui ai demandé si elle voulait faire quelque chose de spécial, juste nous deux. Un dîner tranquille, un court voyage, ce qu'elle préférait. Elle m'a répondu qu'elle était fatiguée, qu'on devrait juste laisser passer cette année, que les dates ne sont pas si importantes quand on est ensemble depuis si longtemps. Cette même semaine, j'ai découvert sur son téléphone, qu'elle avait laissé ouvert sur la table de la cuisine, une conversation avec Arlette. Elle prévoyait un week-end au spa pour se déconnecter de tout. Y compris de moi, je suppose, et de tout ce dont elle avait besoin de se déconnecter. Je n'ai rien dit. J'ai payé pour le week-end au spa, quand elle me l'a demandé comme cadeau d'anniversaire pour elle-même, puisque tu n'as rien voulu organiser. Je n'ai pas corrigé sa version des faits. J'ai juste payé, comme toujours. En mai, Darwin a planté la voiture que je lui avais achetée 2 ans plus tôt, et qui n'avait pas d'assurance tout risque. Parce que l'assurance tout risque, c'est une arnaque, papa, désolé Nelson, personne n'en a besoin. Des milliers d'euros de réparation, qui sont sortis de mon compte, sans que Darwin ne propose, même par simple courtoisie, d'en payer une partie. Quand je lui ai rendu la voiture réparée, il a dit « Merci, t'es un chef », et il est parti avec ses amis. Sans me demander comment s'était passée ma journée, sans me demander quoi que ce soit qui ne soit pas lié à ce que je pouvais lui donner. En juillet, ce fut le tour d'Hernando. Son entreprise d'importation, selon lui, traversait une mauvaise passe temporaire. Lors d'un dîner de famille, devant tout le monde, Hortensia m'a demandé si je pouvais l'aider avec un petit prêt. Après tout, entre membres de la famille, on s'entraide. Ce petit prêt a fini par s'élever à 7 000 euros, qui, à ce jour, au moment où je vous parle, n'ont jamais été remboursés ni mentionnés à nouveau. Comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. J'ai commencé à tenir un carnet. Pas par vengeance, je le jure, mais parce que j'avais besoin de voir clairement ce que mon esprit commençait à soupçonner. Chaque dépense, chaque date, chaque faveur qui finissait par devenir une obligation silencieuse. En août, le montant cumulé pour cette année-là,
sans compter les dépenses normales du foyer, ni ce qui m'appartenait exclusivement, atteignait 16 000 € d'aide familiale. Une aide pour laquelle personne ne m'avait correctement remercié, et que personne ne considérait comme un fardeau, car pour eux, c'était simplement ce que fait Nelson. Ce qui me blessait le plus, ce n'était pas l'argent. Je veux que vous compreniez cela clairement, car c'est important pour tout ce qui suit. L'argent, pour moi, a toujours été un outil, pas une fin. Ce qui me blessait, c'était le naturel avec lequel tout le monde supposait que cet argent, cet effort, et ce dévouement, ne méritaient même pas une reconnaissance verbale. Comme si j'étais une fonction de la maison, comme le chauffage ou l'eau courante. Quelque chose qui est là, qui fonctionne, et que personne ne remercie jusqu'à ce que ça tombe en panne. J'ai aussi commencé à remarquer les silences. Les moments où Hortensia parlait avec ses enfants de projets futurs, de vacances, sans m'inclure dans la conversation. Elle supposait que je le découvrirais simplement plus tard, et que je contribuerais financièrement le moment venu. Les fois où Arlette venait à la maison et me saluait d'un geste minimal, presque obligatoire, tandis qu'elle prodiguait de l'attention à Hortensia, comme si j'étais, au mieux, un meuble bien entretenu. Et pourtant, j'étais toujours là, continuant à payer, continuant à organiser. Parce que quelque part en moi, je m'accrochais encore à l'espoir que les choses pourraient changer. J'espérais qu'à un moment donné, quelqu'un, n'importe lequel d'entre eux, s'arrêterait pour dire « Nelson, merci pour tout ce que tu fais ». Et cette simple reconnaissance m'aurait suffi pour continuer encore 12 ans dans la même position. Ce fut Raquel, ma voisine depuis 8 ans, qui, sans le savoir, a planté la première graine de ce qui allait suivre. Un après-midi de septembre, alors que j'arrosais le jardin et qu'elle sortait chercher le courrier, elle m'a demandé, presque en passant, « Nelson, es-tu heureux ?» La question m'a pris tellement au dépourvu que je n'ai pas su quoi répondre immédiatement. J'ai marmonné quelque chose comme, je suppose, oui. Pourquoi demandes-tu? Elle a juste souri, avec cette gentillesse propre aux gens qui observent plus qu'ils ne parlent, et a répondu, parce que je ne t'ai pas vu vraiment sourire depuis longtemps. Je te vois seulement porter des choses. Cette phrase m'est restée en tête pendant des semaines. Je te vois seulement porter des choses. C'était exactement ce qu'avait été ma vie pendant 12 ans. Porteur. Porteur des tables, porter des factures, porter les attentes des autres, porter le poids de soutenir une famille qui ne m'avait jamais pleinement accepté, autrement que comme un pourvoyeur. En octobre, alors que la saison de fin d'année approchait à nouveau, j'ai commencé à ressentir quelque chose de différent dans ma poitrine, chaque fois qu'Hortensia prononçait le mot « décembre ». Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas du pur ressentiment. C'était une sorte de lassitude profonde et accumulée, que je ne pouvais plus déguiser en patience ou en amour inconditionnel. Et c'est précisément ce mois-là, lors d'une conversation en apparence sans importance, que quelque chose s'est définitivement brisé en moi. D'une manière qui serait sans retour. C'était un mardi d'octobre. Un jour ordinaire, que l'on oublie dès qu'il est terminé, si ce n'était que ce mardi-là allait marquer le reste de ma vie. Je suis rentré du travail plus tard que d'habitude. J'étais fatigué, la tête pleine des chiffres du bureau. Des chiffres qui, au moins là-bas, étaient respectés, valorisés. Ils représentaient mes 12 années de travail en tant que comptable principal, et m'avaient valu une place de confiance, pour laquelle je n'avais jamais eu à me battre ni à supplier. Je suis entré dans la maison, et j'ai entendu des voix dans la cuisine. C'était Hortensia, Ignacio et Arlette. Ils étaient assis autour de la table avec du café, et un carnet ouvert, exactement comme celui que je tenais en secret. Seulement, le leur avait un titre différent, budget de la fête de fin d'année. Je suis resté sur le pas de la porte sans qu'aucun d'eux ne remarque ma présence pendant plusieurs secondes. Suffisamment longtemps pour entendre quelque chose qui allait changer du tout au tout la façon dont je verrais la suite. Arlette disait, cette année, il faut monter en gamme. Tout le monde connaît déjà la salle de l'année dernière. Il y en a une nouvelle en centre-ville, plus élégante, mais évidemment, ça va coûter plus cher. Ignacio a répondu sans pause, sans l'ombre d'un doute, avec un naturel qui m'a glacé le sang, pas de problème. C'est à ça que sert Nelson. Il ne dit jamais non. Il suffit de lui demander de la bonne manière. Et puis, j'ai entendu Hortensia rire. Ma femme, riant, approuvant, comme si la phrase de son fils n'était qu'un fait amusant de la vie. Quelque chose d'aussi évident que de dire que le soleil se lève à l'est. C'est vrai, a-t-elle ajouté, en riant encore. Nelson est comme ça. Il râle un peu au début,
mais il finit toujours par tout payer. C'est une bonne personne, à sa manière. À sa manière. Ces mots sont restés suspendus dans l'air de cette cuisine, dans ma tête, dans ma poitrine, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Même si cela n'a probablement duré que 2 ou 3 secondes, avant qu'Hortensia ne remarque ma présence dans l'encadrement de la porte. Elle a instantanément changé le ton de la conversation. « Nelson, on ne t'a pas entendu entrer. On était juste en train de faire des plans pour décembre, a-t-elle dit avec un sourire. Un sourire que, rétrospectivement, je reconnais comme celui de quelqu'un qui se s'est découvert, mais qui a confiance que l'habitude, la routine de 12 ans, fera tout disparaître sans conséquence. Je n'ai rien dit à ce moment-là. J'ai souri, comme toujours. J'ai demandé s'il y avait du café pour moi. Je me suis même assis à la table et j'ai écouté le reste de la conversation, hochant la tête de temps en temps, comme si ces mots n'avaient pas ouvert une faille qui ne pourrait plus jamais être refermée. Mais cette nuit-là, pendant qu'Hortensia dormait à côté de moi, je suis resté éveillé pendant des heures, fixant le plafond, repassant cette phrase dans mon esprit, c'est à ça que sert Nelson. Il ne dit jamais non. Ce n'était pas une critique cachée. Ce n'était pas un secret que quelqu'un avait révélé par erreur. C'était simplement la description exacte et consciente de la façon dont il me voyait. Pas comme un mari, pas comme un partenaire de vie, mais comme une ressource, comme une fonction ménagère. Prévisible, fiable, sans sentiment qui pourrait être blessé, sans limite qui pourrait être franchie. Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose qu'il m'a fallu 12 ans pour accepter. Le problème n'a jamais été que je gâchais les fêtes avec mon sérieux, comme on me l'avait dit si souvent. Le problème était que j'avais, sans m'en rendre compte, construit mon propre rôle au sein de cette famille, basé exclusivement sur ce que je pouvais donner, et jamais sur ce que je méritais de recevoir. Et eux, naturellement, sans être nécessairement de mauvaises personnes, avaient appris à interagir avec moi à partir de ce même point de vue. Nelson donne. Nelson paie. Nelson résout les problèmes. Nelson ne dit jamais non. Je suis sorti du lit au petit matin. Je suis allé dans le salon, et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis autorisé à ressentir de la colère. Pas une colère explosive qui a besoin de crier ou de casser quelque chose, mais une colère froide, calculée, presque chirurgicale. Elle a commencé à s'organiser dans mon esprit avec la même précision que celle avec laquelle j'organisais les bilans comptables à mon travail. J'ai pensé aux 12 années passées, à chaque mois de décembre, à chaque « Nelson, occupe-toi de ça ». Aux commentaires d'Hernando avec le micro, au rire d'Hortensia cette nuit-là, et au rire de cette même femme, cet après-midi-là, validant le fait que j'étais prévisible, gérable, garanti. Et puis, assis seul dans l'obscurité de mon salon, avec le reflet des lampadaires passant par la fenêtre, j'ai pris une décision dont je n'ai parlé à personne. Je ne l'ai même pas écrite dans mon carnet, parce que je savais qu'elle ne devait vivre que dans ma tête, pour que personne ne puisse me l'arracher, la remettre en question, ou me convaincre de l'abandonner avant l'heure. Cette année, je n'allais rien payer du tout. Ce ne fut pas une décision prise sur le coup de l'émotion. Je veux que vous compreniez cela. Ce fut une décision qui s'est construite au cours des mois suivants, presque comme une architecture silencieuse que j'érigeais brique par brique, sans que personne autour de moi ne remarque les changements. J'ai d'abord commencé par annuler lentement certains engagements financiers que, pendant des années, j'avais maintenus sur pilote automatique. La carte supplémentaire que Darwin utilisait pour ses dépenses universitaires, et qui, en réalité, finissait par payer des vêtements et des sorties. Le compte joint sur lequel Ignacio retirait de l'argent pour des urgences, qui coïncidaient étrangement avec chaque week-end. Je ne les ai pas toutes annulées d'un coup. Je ne voulais pas encore éveiller les soupçons. Je les ai réduites progressivement, justifiant chaque changement par des excuses liées au travail, à des coupes budgétaires au bureau, ou à une soi-disant révision des dépenses que mon comptable, c'est-à-dire moi-même, avait recommandé. J'ai également commencé à économiser de l'argent sur un compte que personne dans ma famille ne connaissait. Un compte que j'ai ouvert dans une autre banque, à plusieurs rues de chez nous, lors d'une démarche que j'ai effectuée pendant ma pause déjeuner sans que personne ne se doute de rien. Ce n'était pas une somme énorme au début, mais chaque semaine, chaque quinzaine, elle augmentait, devenant quelque chose que j'ai commencé à voir, non pas comme des économies, mais comme un symbole. La preuve physique que, pour la première fois depuis longtemps, je me donnais la priorité. Hortensia a remarqué certains changements, bien sûr. Elle m'a demandé pourquoi je travaillais plus tard ces derniers temps. Je lui ai dit qu'il y avait de nouveaux projets au bureau.
Elle a remarqué que je ne proposais plus de payer les choses avec la même rapidité qu'avant, que je commençais à dire « laisse-moi y réfléchir » au lieu de sortir automatiquement ma carte. Elle a attribué cela, comme elle me l'a dit lors d'une conversation informelle, au stress du travail. Tu dois être épuisé, Nelson, tu devrais prendre des vacances. Personne, ni Hortensia, ni Ignacio, ni Darwin, ni Arlette, ni Hernando, n'a soupçonné que ce qui se passait réellement n'était pas de la fatigue professionnelle. C'était le début silencieux d'une rébellion qui couvait depuis 12 ans, sans que, trop occupé à me prendre pour acquis, n'ait pris la peine de le remarquer. Et à l'approche de novembre, et avec lui l'inévitable conversation sur la fête de fin d'année, j'avais déjà une chose de claire. Cette année, pour la première fois, les heures de silence qui allaient suivre parleraient bien plus fort que n'importe lequel de mes mots. Novembre est arrivé avec son rituel habituel. La première semaine du mois, Hortensia est entrée dans la cuisine avec son carnet à la main, ce même carnet que j'avais déjà vu sur la table ce mardi d'octobre. Elle l'a posé devant moi pendant que je prenais mon petit déjeuner, avec le naturel de quelqu'un qui remet un bon de travail sans avoir besoin de demander la permission. Nelson, il faut qu'on commence à organiser décembre. Cette année, on veut faire quelque chose de plus grand. Les garçons sont d'accord pour dire que la nouvelle salle en centre-ville serait parfaite. Elle l'a dit exactement comme ça. Les garçons sont d'accord, comme si mon opinion, mon budget et mon temps, n'étaient qu'une variable secondaire dans une équation qui avait déjà été résolue sans moi. J'ai levé les yeux de mon café, et, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas répondu immédiatement par un « d'accord, je m'en occupe ». J'ai simplement demandé « combien estimes-tu que cela coûterait cette année ?» Hortensia a semblé surprise par la question, comme si elle n'avait jamais eu besoin de justifier un chiffre devant moi auparavant. Je ne sais pas exactement. Arlette dit que la nouvelle salle a des tarifs différents. Peut-être 25 000 € au total, en comptant tout, mais tu trouves toujours un moyen de t'arranger. 25 000 €. J'ai hoché la tête, pris une autre gorgée de café, et je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Elle est restée là à me regarder pendant quelques secondes, comme si elle attendait la réponse automatique habituelle, ce « allez, je m'en occupe », que je répétais sans réfléchir depuis 12 ans. Ne l'entendant pas, elle a légèrement froncé les sourcils, mais n'a pas insisté. Elle a probablement supposé, comme toujours, que je finirais par céder, que ce n'était qu'une question de jours, d'une autre conversation, d'une autre liste. Dans les jours qui ont suivi, la pression a commencé à monter, de cette manière subtile qui est la marque des familles ayant appris à manipuler sans s'en rendre compte. Ignacio m'a appelé pour me dire bonjour, chose qu'il n'avait pas faite depuis des mois. Et au milieu de la conversation, il a mentionné en passant que certains de ses amis lui avaient demandé si la fête de fin d'année de sa famille allait être aussi spectaculaire que d'habitude. Darwin, de son côté, m'a envoyé un message avec des captures d'écran de décoration de Noël qu'il avait vues sur les réseaux sociaux, accompagné d'un texte simple « Ce serait génial pour décembre, tu ne trouves pas ?» Arlette est venue à la maison un samedi, soi-disant pour aider à planifier. Elle a profité du moment où Hortensia est allée répondre au téléphone pour me dire, avec ce sourire que j'avais pendant des années confondu avec de la proximité, et que je reconnaissais maintenant comme une condescendance déguisée, « Nelson, je sais que tu trouves parfois que c'est beaucoup. Mais vois les choses comme ça, ce n'est qu'une fois par an, et voir la famille heureuse, ça n'a pas de prix, n'est-ce pas ? Ça n'a pas de prix. » Cette phrase, venant d'une femme qui n'avait jamais mis 1 € dans aucune de ses fêtes, qui se contentait de donner son avis, d'exiger, de décorer avec goût à mes frais, a résonné en moi d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. J'ai souri, je lui ai dit que j'y réfléchirais, et je l'ai raccompagnée à la porte quand elle est partie, sans lui donner de réponse concrète. Hernando a également fait son apparition ce mois-là, cette fois avec un message direct me demandant si, comme chaque année, il pouvait compter sur moi pour la fête. Il a ajouté en passant que son entreprise rencontrait toujours des difficultés, laissant entendre, sans le dire ouvertement, qu'il aurait peut-être besoin d'un autre coup de pouce avant la fin de l'année. Je n'ai pas répondu à ce message. Je l'ai laissé en « lu » pendant 3 jours, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Et quand j'ai finalement répondu, ce fut seulement pour dire « je suis occupé avec des trucs du travail. On en reparlera plus tard, sans m'engager à rien ». Pendant ce temps, sur mon compte secret, les chiffres continuaient de grimper. À la mi-novembre, j'avais réussi à économiser près de 15 000 €. Un argent que, les années précédentes, j'aurais déjà alloué sans y penser à 2 fois, pour financer la célébration d'une famille qui me voyait comme un distributeur automatique avec des sentiments optionnels.
Au cours de ces semaines, j'ai aussi commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai discrètement cherché combien il m'en coûterait de louer, juste pour moi, un petit appartement. Je n'avais pas l'intention immédiate de quitter la maison, je veux que ce soit clair. Ce n'était pas un plan de divorce ou d'abandon. C'était plutôt un moyen de m'assurer mon propre espace. Un endroit où je pourrais respirer sans ressentir le poids constant des attentes des autres. Un refuge que personne d'autre ne connaissait, que personne d'autre ne pourrait revendiquer comme sien. J'ai trouvé un petit studio simple, à 15 minutes de la maison familiale, avec un loyer de 1100 € par mois. J'ai signé le bail la dernière semaine de novembre. J'ai payé la caution et le premier mois avec l'argent de mon compte secret. Et au cours des jours suivants, j'ai commencé à emménager progressivement sans éveiller les soupçons. Quelques effets personnels, des vêtements, des documents importants, des photographies que j'avais gardées d'avant ma rencontre avec Hortensia, et des livres que j'avais achetés mais que je n'avais jamais eu la place de ranger dans la maison familiale. Car, cette étagère est pour les affaires des enfants, Nelson, tu n'as pas besoin d'autant de place. Chaque fois que j'entrais dans cet appartement vide, ressentant l'écho de mes propres pas dans un endroit où personne n'attendait rien de moi, je ressentais quelque chose que j'avais oublié depuis des années, la paix. Ce n'était pas encore le bonheur. Je n'exagère pas la situation pour la rendre plus dramatique qu'elle ne l'était. C'était simplement l'absence de pression, l'absence de ce sentiment constant d'être évalué en fonction de ce que je pouvais offrir. Début décembre, Hortensia a de nouveau abordé le sujet de la fête, cette fois avec un ton plus ferme, presque de reproche. Nelson, j'ai besoin que tu confirmes la salle cette semaine. Si on ne le fait pas maintenant, elle va être complète et on finira avec quelque chose de pire. Je lui ai demandé calmement, une chose que je n'avais jamais demandé auparavant, pourquoi n'organises-tu pas le budget cette année avec Ignacio et Darwin? Vous avez des revenus, vous aussi. Le silence qui a suivi cette question a peut-être été le plus long que nous ayons eu en 14 ans de mariage. Hortensia m'a regardé comme si je lui avais parlé dans une langue inconnue. De quoi parles-tu, Nelson? Tu t'occupes toujours de ça. C'est ce que nous faisons en famille. J'ai répondu, en gardant ce même calme qui commençait à me surprendre moi-même, qu'il était peut-être temps de partager les responsabilités différemment. Visiblement mal à l'aise, elle a changé de sujet, supposant, je suppose, qu'il s'agissait d'une mauvaise humeur passagère, d'une crise temporaire dont je sortirais, comme je l'avais toujours fait. Mais je ne suis pas sorti de cette crise, car ce n'était pas une crise. C'était enfin de la clarté. Les jours suivants se sont écoulés dans une sorte de tension silencieuse, que personne à part moi ne semblait remarquer consciemment. Hortensia a continué à organiser, supposant qu'à un moment donné, je finirais par céder comme toujours. Elle a confirmé la nouvelle salle en centre-ville sans mon autorisation explicite, en utilisant une carte de crédit que nous partagions. Elle s'est engagée sur un acompte de 5000 € qui provenait techniquement de fonds communs, mais en sachant pertinemment, comme elle l'avait toujours su, que je serais celui qui couvrirait le reste. Ce soir-là, en voyant la confirmation de la salle dans mes emails, avec mon nom associé comme responsable du paiement, j'ai senti quelque chose se fermer définitivement en moi. Il n'y a pas eu de cri, pas de confrontation. J'ai juste fermé l'ordinateur portable, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai su avec une certitude que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, que le 31 décembre de cette année allait être complètement différent de tous les précédents. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne dans cette maison ne soupçonnait encore, c'est qu'au cours des semaines suivantes, je me consacrerai, dans un silence absolu, à démanteler pièce par pièce la structure financière qui, depuis 12 ans, soutenait chacune de leurs célébrations. Et ce, sans qu'ils aient la moindre idée de ce qui les attendait. Les 2 dernières semaines de décembre sont devenues pour moi une opération silencieuse. Je l'ai exécutée avec la même précision méthodique que j'appliquais aux bilans comptables les plus complexes de mon travail. Chaque étape était calculée, chaque mouvement pensé à l'avance. Je ne voulais pas d'erreur. Je ne voulais pas de regrets de dernière minute. Je ne voulais pas qu'une émotion soudaine me fasse reculer avant d'avoir accompli ce que j'avais déjà décidé. La première étape fut la salle. Hortensia l'avait confirmé en utilisant la carte de crédit partagée, engageant un acompte de 5000 €, et laissant mon nom comme responsable du paiement final. J'ai appelé directement l'administration de l'établissement. J'ai vu que la réservation pouvait être annulée jusqu'à 10 jours avant l'événement, avec un remboursement partiel de l'acompte. J'ai procédé à l'annulation, le dernier jour exact autorisé, sans en avertir personne dans ma famille. Le gérant m'a demandé la raison de l'annulation,
et j'ai simplement répondu « changement de plans familiaux ». J'ai récupéré 3500 cents des 5000 € engagés. Un argent que j'ai déposé directement sur mon compte secret, sans que ces fonds ne touchent jamais plus le compte partagé avec Hortensia. La deuxième étape fut le traiteur. Je travaillais avec la même entreprise depuis 4 ans, et j'avais une relation directe avec eux, sans qu'Hortensia ne connaisse même le nom du contact. J'ai appelé le propriétaire, un homme nommé Esteban, avec qui j'avais noué une certaine confiance au fil des ans, et je lui ai expliqué, sans entrer dans les détails personnels, qu'il n'y aurait pas de commande cette année. Compréhensif, il m'a simplement demandé si je voulais reprogrammer pour une autre date. J'ai répondu que non, que pour l'instant, nous annulions sans reprogrammer. La troisième étape, peut-être la plus délicate, concernait les boissons et la décoration. Depuis des années, je travaillais avec un distributeur qui m'offrait des prix spéciaux pour le volume. C'était quelqu'un que je connaissais par mon travail, complètement en dehors du cercle social d'Hortensia. J'ai annulé la commande des vins importés qu'Hernando avait demandé, les bons. J'ai également laissé non confirmer le contrat avec l'entreprise de décoration recommandée par Arlette, une entreprise qui, je l'ai découvert plus tard, versait à Arlette une petite commission pour chaque client qu'elle recommandait. Un autre détail auquel j'étais resté complètement aveugle pendant des années. La quatrième étape a peut-être été la plus symbolique de toutes. J'ai soigneusement passé en revue chaque dépense récurrente que j'avais maintenue pendant des années sans me poser de questions. La carte supplémentaire de Darwin, que j'ai formellement annulée en appelant la banque et en demandant qu'elle soit déclarée perdue, sachant parfaitement qu'elle ne l'était pas. Le virement de soutien mensuel que j'envoyais à Ignacio depuis 2 ans, au titre d'une aide pour ses dépenses le temps qu'il trouve une stabilité, et que j'ai simplement arrêté de faire sans préavis. Et le prêt informel en attente avec Hernando, pour lequel j'ai finalement décidé d'exiger une explication, en lui envoyant un message simple et direct, « Hernando, il faut qu'on parle de l'argent que je t'ai prêté en juillet. J'ai besoin de savoir quand tu comptes le rembourser. » Je n'ai jamais reçu de réponse à ce message. Pendant que j'exécutais ces étapes, ma vie quotidienne à la maison s'est poursuivie avec une normalité apparente, que, rétrospectivement, je suis toujours surpris d'avoir pu maintenir. Je prenais le petit déjeuner avec Hortensia. Nous parlions de sujets superficiels. Elle continuait à mentionner des détails de la fête, supposant qu'elle avançait comme prévu, et je hochais la tête, je souriais, je disais, oui, je m'en occupe déjà. Sans mentir explicitement, car, techniquement, je m'en occupais, mais d'une manière complètement différente de ce qu'elle imaginait. Le 27 décembre, 4 jours avant la fête, j'ai fini de déménager le reste de mes affaires personnelles dans le petit appartement que j'avais loué en novembre. Je l'ai fait pendant les heures où je savais que la maison serait vide, quand Hortensia était à ses cours de pilates et que les garçons avaient leurs propres activités. Je n'ai pris aucun meuble. Je n'ai rien pris qui appartenait à la vie commune que nous avions construite. Je n'ai pris que ce qui était exclusivement à moi, mes vêtements, mes documents, quelques livres, une boîte contenant des photos de mes parents décédés, et une petite collection de montres dont j'avais hérité de mon grand-père. Des objets qui, pendant des années, avaient été rangés dans une boîte au fond du placard, parce qu'ils n'allaient pas avec la décoration de la maison. Le 29 décembre, 2 jours avant l'événement, Hortensia a commencé à remarquer que quelque chose clochait. Elle m'a demandé si j'avais déjà confirmé le traiteur, et j'ai répondu avec un calme absolu que non, que cette année, il n'y aurait pas de traiteur organisé par moi. Son expression a changé instantanément, passant de la surprise à un mélange d'incrédulité et d'agacement contenu. « Comment ça, non, Nelson ? La fête est dans 2 jours. Qu'est-ce qu'on est censé faire ?» J'ai répondu, en gardant le même ton calme que j'avais pratiqué mentalement pendant des semaines, « Je suppose que vous devrez l'organiser vous-même. Comme nous en avons discuté il y a quelques semaines. » Elle est restée là à me regarder, cherchant sur mon visage un signe indiquant que c'était une blague, une façon étrange de faire pression sur elle pour obtenir quelque chose, une explication qui aurait du sens dans le schéma des 12 dernières années qu'elle connaissait. Elle n'a rien trouvé de tout cela. Elle n'a trouvé que du calme. Un calme qui l'a clairement plus déconcerté que n'importe quel cri que j'aurais pu pousser. C'est à cause de ce qui s'est passé l'année dernière avec ce qu'a dit Hernando, a-t-elle finalement demandé, montrant que, dans un coin de sa mémoire, elle avait gardé ce moment, même si elle ne l'avait jamais mentionné jusqu'à présent. J'ai répondu avec honnêteté, sans ressentiment évident dans la voix, simplement avec la vérité. C'est à cause de 12 ans de beaucoup de choses, Hortensia. Ce n'est pas juste à cause d'un seul commentaire. Cette conversation ne s'est pas terminée par des cris.
Elle ne s'est pas terminée par des larmes dramatiques ou des supplications désespérées. Elle s'est terminée par un silence gênant, Hortensia quittant la pièce visiblement confuse, essayant probablement de comprendre une version de moi qu'elle n'avait jamais connue en 14 ans de mariage, un Nelson qui disait non, et qui s'y tenait. Le 30 décembre, la veille de l'événement, j'ai reçu un appel d'Arlette, chose tout à fait inhabituelle vu qu'elle ne m'appelait jamais directement. Nelson, Hortensia m'a raconté ce qui se passe, et honnêtement, je ne comprends pas ce qui te prend. Tu as toujours été si généreux avec la famille. J'ai répondu sans changer de ton, Arlette, j'apprécie ton inquiétude, mais c'est entre Hortensia et moi. Elle a insisté, mentionnant que les garçons étaient très inquiets, que cela ne me ressemblait pas, que je traversais peut-être une crise et que j'avais besoin d'une aide professionnelle. Chaque mot qu'elle prononçait confirmait avec une clarté croissante le type exact de relation qu'elle avait construite avec moi au fil des ans. Une relation où ma fonction était d'être stable, prévisible, et où toute déviation de ce rôle était automatiquement interprétée comme une dépression mentale, jamais comme une décision consciente et valide. Ce même soir, j'ai également reçu un message d'Ignacio, le premier qu'il m'envoyait directement depuis des mois, sans qu'il ne soit précédé d'une demande d'argent. Nelson, qu'est-ce qui se passe? Maman est très nerveuse. Elle dit que tu as tout annulé. On peut se parler? Pendant un instant, j'ai eu le mince espoir que cela ouvrirait peut-être une vraie conversation, une conversation où nous pourrions enfin parler de ce qui comptait vraiment entre nous. J'ai répondu, bien sûr, Ignacio. Parlons quand tu veux, je suis disponible. Il n'a jamais appelé. Il n'a jamais répondu. Son intérêt, comme toujours, portait uniquement sur la logistique de la fête, pas sur moi. Le 31 décembre s'est levé gris, avec un ciel nuageux qui semblait accompagner le poids de ce qui allait se passer. Je me suis réveillé seul dans mon nouvel appartement, dans un lit que j'avais à peine utilisé depuis quelques nuits, ressentant un étrange mélange de calme et de vertige. Comme quelqu'un sur le point de sauter d'une hauteur considérable, sachant avec une certitude absolue qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. J'ai vérifié mon téléphone. 3 messages d'Hortensia demandant où j'avais dormi. Un de Darwin demandant si tout allait bien entre maman et moi. Et un silence absolu d'Ignacio, d'Arlette et d'Hernando, ces mêmes personnes qui, pendant des années, avaient dépendu de mon portefeuille, sans jamais vraiment dépendre de ma présence. Je me suis préparé un café. Je me suis assis à la petite table de mon appartement vide, et j'ai su avec une clarté totale que les prochaines heures, les dernières de l'année, allaient définir non seulement le sort d'une fête annulée, mais le sort entier d'une vie que, pendant 12 ans, j'avais construite sur de mauvaises bases. L'horloge a sonné 15 heures quand j'ai finalement décidé de désactiver les notifications de mon téléphone, pour simplement observer, à distance, comment la journée se déroulait, sans mon intervention directe. Ce n'était pas un acte de cruauté calculé. Je veux que vous le compreniez clairement. C'était plutôt le premier jour en 12 ans où je décidais de m'autoriser à exister, sans être occupé à résoudre les problèmes des autres. À 16 heures, j'ai reçu un message d'Hortensia qui disait « Le traiteur de dernière minute que j'ai engagé dit qu'il ne peut pas couvrir 50 personnes avec un délai si court. Ils ne peuvent faire que 30 assiettes. » Je n'ai pas répondu. À 16h30, un autre message, Arlette dit qu'elle connaît un endroit qui peut nous aider pour la décoration, mais il faut payer d'avance. Tu peux transférer l'argent? Je n'ai pas répondu à celui-là non plus. À 17h, un message de Darwin, Nelson, maman est vraiment stressée. Sérieusement, tu ne vas aider à rien? Ce message-là, je l'ai lu plusieurs fois, ressentant, je dois l'admettre, un pincement qui ressemblait à de la culpabilité. Ce réflexe automatique que 12 ans d'habitude avait profondément ancré en moi. Mais je n'ai pas répondu. À 17h30, Hortensia a essayé autre chose. Elle m'a appelé directement. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça bascule sur la messagerie vocale, et quelques secondes plus tard, un message audio est arrivé. Je l'ai écouté en silence, assis dans mon petit appartement, tandis qu'à l'extérieur, une pluie fine commençait à tomber, tapotant doucement contre la fenêtre. Sa voix, dans le message, semblait tendue, au bord des larmes. Nelson, s'il te plaît. Je comprends que tu sois blessé par quelque chose, mais ce n'est pas juste. Nous avons 40 invités confirmés, et nous n'avons ni nourriture, ni décoration, ni rien. Qu'est-ce qu'on est censé faire? S'il te plaît, appelle-moi. Je ne l'ai pas appelé. À la place, j'ai écrit un seul message. Le seul que j'ai envoyé de toute la journée, adressé à Hortensia, j'espère que la fête se passera bien.
Je suis sûr qu'entre Ignacio, Darwin, Arlette et Hernando, vous pourrez organiser quelque chose à la hauteur de ce que vous avez toujours exigé. Bonne année, Hortensia. Je l'ai envoyé. J'ai éteint l'écran du téléphone. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à plein poumon, sans ce poids constant sur la poitrine que j'avais porté pendant des années, sans même le reconnaître comme un fardeau. Ce qui s'est passé ensuite, je l'ai reconstitué plus tard, grâce aux fragments que Raquel, ma voisine, m'a racontés. Elle avait été invitée par courtoisie des années auparavant, et, par hasard, avait décidé de passer dire bonjour ce soir-là, avant sa propre fête de famille. D'après ce que Raquel m'a dit, la maison d'Hortensia, où ils avaient finalement décidé d'improviser le rassemblement vu l'impossibilité de payer la nouvelle salle à la dernière minute, présentait un tableau complètement différent des années précédentes. Il n'y avait pas de décorations élaborées, juste quelques lumières basiques que Darwin avait achetées à la hâte dans un magasin du coin. La nourriture, au lieu du menu de Noël complet habituel, consistait en quelques plats improvisés qu'Hortensia et une voisine avaient réussi à préparer avec ce qu'elles avaient trouvé de disponible cet après-midi-là. Il n'y avait pas de vin importé. Seulement quelques bouteilles qu'Hernando, ironiquement, avait dû acheter lui-même, marmonnant dans sa barbe, selon Raquel, que ça n'a jamais été aussi difficile avant. À 19h, juste au moment où les premiers invités confirmés commençaient à arriver, selon Raquel, une conversation a éclaté, et elle a fini par exposer devant tout le monde une vérité qui, pendant des années, était restée cachée derrière mon silence systématique. L'une des tantes d'Hortensia, une femme âgée nommée Aurora, que j'appréciais sincèrement car elle avait toujours été gentille avec moi d'une manière honnête, a demandé, surprise par la simplicité de l'ambiance, « Et Nelson ? Il n'est pas venu cette année ? Et pourquoi tout est si différent des années précédentes ?» Ce fut Hortensia, selon le récit de Raquel, qui tenta de minimiser la situation en disant que j'avais une obligation professionnelle, et que cette année, nous avions décidé de faire quelque chose de plus simple, de plus familial. Mais Aurora, avec cette honnêteté directe que seules les personnes âgées semblent s'autoriser sans filtre, a répondu par une phrase qui a complètement changé l'atmosphère de la réunion. Plus simple, ma chérie Hortensia ? Chaque année, Nelson payait absolument pour tout ça. La salle, la nourriture, les cadeaux. Il ne voulait plus payer cette année ? Le silence qui a suivi, selon Raquel, fut absolu. Ignacio, qui était tout prêt, a essayé de changer de sujet, mais Aurora, sans se rendre compte du niveau de malaise qu'elle créait, ou peut-être parfaitement consciente et déterminée à le dire quand même, a continué. Parce que je me souviens parfaitement comment vous vous plaignez tous de lui à chaque fête, en disant qu'il gâchait l'ambiance avec son sérieux, alors qu'il payait le moindre centime. J'ai toujours pensé qu'un jour, vous réaliseriez ce que vous aviez. Les invités présents, d'après ce que m'a dit Raquel, ont commencé à échanger des regards. Certains chuchotaient entre eux, reliant des éléments que beaucoup soupçonnaient probablement déjà, mais que personne n'avait osé verbaliser directement. Hernando, visiblement mal à l'aise, a essayé de se justifier en disant que « nous avons toujours été une famille qui s'entraide » et que ce n'était pas comme si Nelson payait par obligation. Mais sa voix, selon Raquel, sonnait creux, sans réelle conviction. C'est à ce moment précis, comme Raquel me l'a expliqué quelques jours plus tard avec une certaine satisfaction contenue dans la voix, que la vérité collective s'est finalement installée dans l'atmosphère. Tout le monde, absolument tous les gens présents, ont compris simultanément que la qualité de cette célébration, comparée aux années précédentes, était le reflet direct et brutal de l'absence d'un homme. Un homme qu'ils avaient traité comme un distributeur automatique doté d'une patience infinie, et dont la patience avait fini par s'épuiser. Darwin, comme me l'a rapporté plus tard une autre source, s'est approché d'Hortensia à un moment de la soirée et lui a demandé directement « Maman, est-ce que Nelson a vraiment payé pour tout ça ? Pourquoi tu ne nous l'as jamais dit ?» Hortensia, selon le récit, n'a pas su répondre clairement, balbutiant quelque chose sur le fait de ne pas vouloir lui donner l'impression que tout tournait autour de l'argent. Une justification qui, de toute évidence, n'a convaincu personne, pas même elle-même. Pendant ce temps, dans mon petit appartement, complètement ignorant du déroulement exact de ces événements, je me suis simplement préparé un dîner simple. J'ai allumé la télévision, et, pour le premier mois de décembre en 12 ans, je n'ai pas entendu le bruit d'une fête que j'avais financée, mais dont je ne m'étais jamais vraiment senti partie prenante. J'ai entendu, à la place, le silence paisible d'un espace qui était entièrement le mien, interrompu seulement par les notifications de mon téléphone, que j'ai décidé de ne pas vérifier avant minuit. À 23h30, quand j'ai finalement regardé mon téléphone, j'ai trouvé 23 appels manqués.
La plupart d'Hortensia, quelques-uns d'Ignacio, un Darlet qui ne m'avait jamais appelé directement auparavant, et plusieurs SMS, allant des plaintes à, étonnamment, de timides excuses de Darwin. Je n'ai répondu à aucun appel cette nuit-là. Je les ai juste laissés là, comme preuve silencieuse de 12 ans d'habitude, brisée en un seul après-midi. À 2 heures du matin, quand les feux d'artifice ont commencé à exploser dehors, marquant l'arrivée d'une nouvelle année, j'ai levé un verre de vin, seul dans mon petit appartement. J'ai porté un toast en silence, à quelque chose qu'il m'a fallu 49 ans pour apprendre, que la valeur d'une personne ne devrait jamais être mesurée par ce qu'elle peut donner sans que personne ne le remarque, mais par ce qu'elle mérite de recevoir sans avoir à le demander. Ce que je ne savais pas cette nuit-là, c'est que la vraie conversation, celle qui définirait le cours du reste de ma vie, était encore à venir. Et qu'elle aurait lieu quelques jours plus tard, quand Hortensia réussirait enfin à me trouver en face à face. Il a fallu 4 jours avant qu'Hortensia ne réussisse à me trouver en face à face. Ce n'était pas une coïncidence si cela a pris autant de temps. J'avais délibérément évité toute rencontre directe. J'avais besoin de temps pour m'en tenir à ma décision, sans la pression immédiate de son regard, sans que ses mots, porteurs de 14 ans d'habitude, ne me ramènent à cet endroit familier où je finissais toujours par céder. C'était un vendredi après-midi, quand j'ai entendu frapper à la porte de mon appartement. Je n'avais donné l'adresse à personne. J'en ai donc déduit, à juste titre, qu'elle m'avait suivi, ou qu'elle avait trouvé l'information sur un document à la maison après mon déménagement silencieux. J'ai ouvert la porte, et elle était là. Hortensia. Avec un visage fatigué, les yeux gonflés de quelqu'un qui a pleuré plus qu'elle n'est prête à l'admettre. Elle tenait dans ses mains un sac contenant certaines de mes affaires, que je suppose elle avait trouvé éparpillées dans la maison après mon départ. « On peut parler ?» a-t-elle demandé d'une voix qui n'avait plus ce ton de commandement auquel je m'étais habitué au fil des ans. Je l'ai invitée à entrer. Elle s'est assise sur mon petit canapé, regardant l'appartement avec une expression que je ne parvenais pas tout à fait à déchiffrer. Peut-être surprise de voir que j'avais construit un espace tout à fait fonctionnel en si peu de temps, sans son aide ni son approbation. « La fête a été un désastre, Nelson », a-t-elle commencé, la voix se brisant légèrement. « Tout le monde demandait après toi. » Aurora a dit des choses devant tout le monde qui m'ont fait me sentir comme la pire personne de la planète. Les garçons sont perdus, Hernando a honte, et je ne sais même pas quoi leur dire. Parce qu'honnêtement, je ne sais pas exactement ce que j'ai fait de mal. Je me suis assis en face d'elle, sur une chaise que j'avais achetée la semaine précédente. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai parlé sans filtrer mes mots par peur de sa réaction. Hortensia, tu n'as pas fait une seule chose de mal à un moment précis. Tu as fait des milliers de petites choses pendant 12 ans qui, additionnées, m'ont transformé en quelque chose que j'ai cessé de reconnaître comme ma propre vie. Et moi, tout aussi responsable. Je l'ai permis pendant ces mêmes 12 années. Elle a baissé les yeux, jouant nerveusement avec le sac qu'elle tenait entre ses mains. Mais tu disais toujours que c'était d'accord, que tu aimais aider la famille. Tu ne t'es jamais vraiment plaint. J'ai hoché la tête, car elle avait raison sur ce point précis. Tu as raison. Je ne me suis jamais plaint assez clairement. J'ai confondu le silence avec la paix. Et maintenant, je comprends que le silence, quand il est maintenu si longtemps, ce n'est pas de la paix. C'est de la résignation déguisée. Il y a eu un long silence entre nous. Un de ces silences qui pèsent plus lourd que n'importe quel cri. Enfin, elle a posé la question qu'elle était clairement venue poser depuis le début, est-ce que tu rentres à la maison? Cette question, simple en apparence, contenait tout le poids de la décision que je construisais depuis des mois. J'ai pris une grande inspiration avant de répondre, choisissant chaque mot avec le même soin que j'avais mis à démanteler, semaine après semaine, la structure financière qui soutenait notre dynamique familiale. Je ne sais pas encore, Hortensia. Et je veux être honnête avec toi, il ne s'agit pas de te punir, ou de me venger de ce qui s'est passé à la fête. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Pendant 12 ans, j'ai été l'homme qui payait, qui résolvait. Qui soutenait tout en silence. Et en retour, j'ai reçu de l'indifférence, des moqueries déguisées en affection. Et la certitude constante que ma fonction dans cette famille se mesurait uniquement en euros. Je ne veux pas retourner à cette dynamique. S'il y a un moyen de construire quelque chose de différent, où je suis perçu comme autre chose qu'un simple pourvoyeur, je suis prêt à l'explorer. Mais je ne retournerai pas à la même structure, juste parce que l'absence de mon argent est maintenant gênante. Les larmes d'Hortensia, cette fois-ci, semblaient sincères.
différente de celle qu'elle avait utilisée les années précédentes comme un outil pour obtenir ce dont elle avait besoin de ma part. Tu as raison sur tout, Nelson. Et le pire, c'est que je ne peux même pas dire que je ne le savais pas. Parce qu'au fond, j'ai toujours su qu'on te traitait mal. Je préférais juste ne pas y penser, parce que c'était plus confortable ainsi. Cette confession, venant d'elle avec une telle honnêteté brute, m'a pris par surprise. Pendant un instant, j'ai ressenti cette vieille tentation familière, cet élan presque automatique de tendre la main, de la serrer dans mes bras, de lui dire que tout irait bien. Que nous pouvions arranger ça, que j'avais peut-être été trop radical dans ma réaction. Ce fut un moment de réelle faiblesse. Je ne le nierai pas, 14 ans d'habitude ne disparaissent pas en 4 jours, quelle que soit la fermeté de la décision que l'on a prise. Mais ensuite, je me suis souvenu du message vocal de cette nuit-là. De son ton, plus préoccupé par la logistique de la fête que par moi en tant que personne. Je me suis souvenu des rires partagés avec Ignacio quand il a dit « il ne dit jamais non ». Je me suis souvenu de 12 mois de décembre d'affilée, à payer des factures dans des parkings vides à 2 heures du matin, pendant que tous les autres dormaient profondément dans leur lit. Et cette tentation de céder, bien que réelle, s'est dissoute face au poids accumulé de tout ce que j'avais vécu. Hortensia, j'apprécie ton honnêteté. Vraiment. Mais j'ai besoin de temps, d'espace, et j'ai besoin de voir des actes concrets, pas juste des mots prononcés dans un moment de crise. Si Ignacio, Darwin, Hernando ou Arlette veulent reconstruire quelque chose avec moi, ce devra être à partir d'un lieu de véritable respect, et non par convenance. Elle a hoché la tête, séchant ses larmes du revers de la main. Et avant de partir, elle m'a demandé quelque chose qui a résonné en moi pendant des jours, est-ce que ça veut dire qu'on divorce? J'ai répondu avec une totale honnêteté, je ne sais pas encore. Ce que je sais, c'est que je ne redeviendrai pas l'homme invisible qui finançait sa propre exclusion. Et que quoi que tu décides, ça n'arrivera plus. Elle est partie cet après-midi-là sans réponse définitive de ma part. Je suis resté assis dans mon petit appartement pendant des heures, digérant la conversation. Je me sentais à la fois soulagé, et profondément triste pour ces 14 années de quelque chose que je comprenais maintenant clairement, ça n'avait jamais été un mariage équilibré entre égaux. Les jours suivants ont apporté des conséquences que je n'aurais jamais imaginées. Ignacio m'a finalement écrit un long message, de près de 3 pages. Il y reconnaissait, avec une honnêteté que je n'attendais pas de lui, que pendant des années, il m'avait traité comme un « distributeur de billets sur pattes », pour reprendre ses propres termes, et que la conversation lors de la fête l'avait fait profondément réfléchir sur son comportement. Darwin, quant à lui, s'est présenté à mon appartement un après-midi sans prévenir, simplement pour me dire qu'il était désolé d'avoir été un idiot pendant si longtemps. Il a ajouté qu'il voulait, si je le lui permettais, commencer à me connaître pour de vrai, pas seulement comme la personne qui réglait ses problèmes. Hernando n'a jamais répondu à mon message concernant le prêt. Et Arlette, je l'ai appris plus tard par Hortensia, a commenté à d'autres personnes que je traversais, une crise de la quarantaine plutôt dramatique, incapable, jusqu'à la fin, de reconnaître sa propre participation dans la dynamique qui m'avait silencieusement déshumanisé pendant des années. Et pendant que tout cela se passait autour de moi, je suis resté dans mon petit appartement. J'ai construit, jour après jour, une version de moi-même que, pendant 12 ans, j'avais gardé complètement enfouie sous les factures, les listes de tâches, et le besoin constant d'être utile pour me sentir, ne serait-ce qu'un minimum, aimé. 3 mois se sont écoulés depuis cette conversation dans mon appartement. Et je veux vous raconter comment cette histoire s'est réellement terminée. Parce que la vérité, comme c'est presque toujours le cas dans la vraie vie, n'a pas été aussi simple qu'une fin de film où tout est parfaitement résolu, où tout se termine par une rupture définitive et nette. Il y a eu un moment, à la mi-janvier, que je veux vous confesser en toute honnêteté. Il serait malhonnête de ma part de me présenter comme un homme qui n'a jamais douté, qui n'a jamais ressenti la tentation de retourner au confort de ce qu'il connaissait. Un soir, après une journée particulièrement difficile au travail, je suis rentré dans mon petit appartement avec un profond sentiment de vide. Cette solitude spécifique qui apparaît quand on a passé tant de temps à se définir par ce que l'on fait pour les autres, qu'on ne sait pas encore comment se sentir entier, seul. Cette nuit-là, j'ai failli composer le numéro d'Hortensia. J'avais le téléphone à la main, son nom sur l'écran, mon doigt planant au-dessus du bouton d'appel. Je pensais à quel point ce serait facile de revenir en arrière, de m'excuser d'avoir été si radical, de retourner à la maison, au lit partagé, à la routine familière de 14 années. Même si cette routine impliquait, la plupart du temps, de me sentir invisible dans ma propre vie.
Ce fut Raquel, par hasard, qui a frappé à ma porte ce soir-là pour me rendre un outil que je lui avais prêté quelques semaines plus tôt. Elle a dû remarquer quelque chose sur mon visage, car elle n'est pas partie immédiatement comme elle l'avait prévu. Elle est restée un moment. Nous avons parlé de choses simples, et à un moment donné, sans que je lui demande directement, elle m'a dit quelque chose dont je me souviens mot pour mot jusqu'à ce jour. Nelson, la solitude que tu ressens maintenant est inconfortable parce qu'elle est nouvelle. Pas parce qu'elle est mauvaise. Il y a une énorme différence entre être seul en construisant quelque chose qui t'appartient, et être avec quelqu'un tout en se sentant complètement seul. Tu as déjà vécu la seconde situation pendant des années. Donne-toi la chance d'essayer la première. Avant de décider que ça n'en vaut pas la peine. Ces mots, simples mais justes, m'ont ramené la clarté que cette nuit particulière avait commencé à obscurcir. J'ai rangé le téléphone, je n'ai pas appelé Hortensia, et bien que la tristesse n'ait pas disparu immédiatement, j'ai réussi à comprendre que cette tristesse était une part naturelle d'un processus de transformation, et non le signe que je prenais la mauvaise décision. En février, Hortensia et moi avons finalement commencé une thérapie de couple. Pas avec l'intention immédiate de revivre ensemble, mais avec le but honnête de comprendre ce qui avait réellement échoué dans notre relation au cours de ces 12 années, et de voir s'il y avait véritablement une base sur laquelle reconstruire quelque chose de différent. Les séances ont été difficiles. Des ressentiments qu'aucun de nous n'avait pleinement verbalisés ont été mis en lumière. Elle a avoué qu'à un moment donné, elle avait confondu ma volonté de donner avec de la faiblesse, et que, sans s'en rendre compte, elle avait commencé à perdre le respect qu'elle avait pour moi, précisément dans la mesure où je devenais plus complaisant. Moi, de mon côté, j'ai reconnu que pendant des années, j'avais évité de fixer des limites par peur de perdre son affection, et que cette peur, paradoxalement, avait fini par éroder le respect dont j'avais si désespérément besoin. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que tout s'est résolu à la perfection. La relation entre Hortensia et moi, à ce jour, est toujours un travail en cours. Après la thérapie, nous avons décidé d'essayer une réconciliation progressive, mais avec des règles complètement différentes de celles qui avaient régi nos 14 premières années ensemble. J'ai gardé mon appartement pendant plusieurs mois supplémentaires, comme un espace personnel où je pouvais retourner chaque fois que j'avais besoin de me rappeler qui j'étais, en dehors de mon rôle de pourvoyeur familial. Nous avons établi ensemble un budget familial clair. Chaque dépense, particulièrement celle liée aux célébrations et aux aides familiales, devait être discutée et acceptée par nous deux, et ne plus jamais être assumée automatiquement comme ma seule responsabilité. Avec Ignacio, la relation a changé d'une manière que je n'aurais jamais espéré. Ce long message qu'il m'avait envoyé après la fête était, je l'ai découvert avec le temps, sincère. Nous avons commencé à nous voir de temps en temps pour prendre un café, sans aucune demande d'argent entre nous, simplement pour parler, comme deux adultes essayant tardivement de se connaître pour de vrai. Ce ne fut pas un changement instantané ou parfait, mais c'était réel. Construit lentement, avec de petits gestes qui, avec le temps, ont commencé à s'additionner pour former quelque chose ressemblant à une véritable relation. Darwin, de son côté, a tenu sa promesse d'apprendre à me connaître. Il a commencé à m'inviter occasionnellement à des activités qui n'avaient absolument rien à voir avec l'argent. Un match de football, une promenade dans le parc, des conversations où, pour la première fois depuis des années, il me posait des questions sur mon enfance, sur mes parents, sur qui j'étais avant de devenir le mari de sa mère. Avec Hernando, je dois l'admettre, la relation n'a jamais été complètement réparée. L'argent que je lui avais prêté, les 7 000 €, ne m'a jamais été rendu. Et bien qu'il ait essayé, lors de quelques réunions de famille ultérieures, de se comporter normalement comme si de rien n'était, j'ai décidé de maintenir une distance respectueuse mais ferme. Sans lui prêter d'argent à nouveau, ni participer activement à ses dynamiques familiales plus restreintes. Arlette, pour autant que je sache, n'a jamais reconnu ouvertement sa participation aux années de dynamique toxique au sein de la famille. Elle est restée proche d'Hortensia, bien que ma relation avec elle soit naturellement devenue plus distante et cordiale, sans cette fausse proximité que, pendant des années, j'avais prise pour de la véritable amitié. Aurora, la tante d'Hortensia, dont la question directe avait déclenché toute la vérité ce soir du Nouvel An, est devenue, étonnamment, l'une des personnes avec qui j'ai développé le lien le plus étroit après tout ce processus. Elle m'a appelé des semaines après la fête pour me dire simplement qu'elle était désolée si sa question avait causé des problèmes, mais qu'elle ne regrettait pas de l'avoir posée, car quelqu'un devait dire la vérité à voix haute, après tant d'années de silence complice. Je l'ai profondément remerciée pour cette honnêteté. Depuis, nous avons maintenu une relation étroite,
basé sur un respect mutuel que je n'avais pas connu avec le reste de la famille depuis des années. La fin d'année suivante est arrivée, et je veux vous raconter comment ça s'est passé, car je pense que c'est là que réside la véritable résolution de cette histoire. Hortensia m'a demandé, des semaines avant décembre, comment je voulais que nous organisions la célébration cette année-là. Elle n'a rien supposé, elle n'a rien imposé, elle a simplement demandé. J'ai répondu que j'aimerais quelque chose de petit, d'intime, où l'argent ne serait pas le centre de la conversation, et où chacun contribuerait en fonction de ses réelles possibilités, et non en fonction des attentes héritées des années précédentes. Ce réveillon-là, nous avons organisé un dîner à la maison, beaucoup plus simple que les précédents, avec un budget de seulement 3 000 €, divisé entre Hortensia, Ignacio, Darwin et moi. Chacun apportant ce qu'il pouvait sincèrement se permettre. Il n'y a pas eu de location de salle, pas de traiteur élaboré, pas de vin importé exigé par qui que ce soit. Il y a eu, à la place, quelque chose qui avait été complètement absent de nos célébrations pendant 12 ans, une vraie conversation entre tous, des rires sincères, et, pour la première fois depuis longtemps, personne n'a fait le moindre commentaire sur ma présence gâchant l'ambiance. À 23h59, ce soir-là, alors que nous attendions ensemble l'arrivée de la nouvelle année, Hortensia m'a pris la main. Elle m'a dit à voix basse quelque chose qui résumait parfaitement tout ce que nous avions traversé, merci de ne pas être redevenu le vieux Nelson. Ce n'étaient pas des excuses formelles, ce n'était pas une déclaration dramatique. C'était simplement une reconnaissance honnête du fait que ma transformation, bien que douloureuse pour nous deux, avait été nécessaire. Et voici enfin ce que j'ai appris, après tout ce processus. Ce que je veux partager avec vous, si vous êtes arrivés jusqu'ici dans mon histoire. Le véritable amour ne devrait jamais se mesurer en euros, ni en sacrifices silencieux que personne ne reconnaît, ni en la capacité d'une personne à toujours dire « oui », quel que soit le coût émotionnel que cela implique. Si jamais vous sentez que votre valeur au sein d'une famille, d'une relation, ou de tout lien important dans votre vie, ne se mesure qu'à ce que vous pouvez offrir, et non à qui vous êtes sincèrement, il est temps de s'arrêter. D'observer cette dynamique avec honnêteté, et de vous demander si le silence que vous gardez est vraiment de la paix, ou si c'est de la résignation déguisée, qui attend, à un moment donné, d'être entendue. Parfois, le changement le plus profond n'arrive pas en criant. Il arrive en silence. Il ressemble à ces heures où mon téléphone a sonné sans arrêt, pendant que je choisissais, enfin, de ne pas répondre.